école de management qui a 150 ans d'âge, créée par des entrepreneurs, qui aujourd'hui est 4e école de management en France, 10e à l'international, 10e en Europe. EM Lyon a cette particularité d'avoir mis l'engagement social et environnemental au cœur de sa raison d'être. Elle compte en devenant société à mission. Voilà, c'est d'où le thème de la conférence. L'enjeu, c'est pour nous d'avoir inscrit dans nos statuts cette qualité de société à mission pour que ça devienne vraiment le fil directeur de l'ensemble de nos actions. Et on verra qu'il y a des succès, il y a des difficultés, il y a des tensions. Et c'est voilà, là-dessus qu'on voulait aussi faire porter la conférence sur ce statut, qui est un statut exigeant, qui oblige et qui structure l'ensemble de la stratégie d'une école et des priorités de l'école. Voilà. Bon, sur l'école, je pense que je n'ai pas besoin de m'étendre plus que cela. Ah, si, quand même, si ce n'est de vous dire qu'il y a 9000 étudiants aujourd'hui à EM Lyon en formation initiale, 6000 participants en formation continue, un ancrage à Lyon avec un tout nouveau campus qui a été inauguré l'an dernier, qui est assez impressionnant au cœur de la ville, donc qui permet d'avoir des connexions avec l'ensemble de la cité, de la société, des relations avec des partenaires académiques internationaux, un campus à Shanghai, et puis une école qui est très ancrée aussi, qui souhaite irriguer toute sa formation par la recherche, et la recherche en sciences du management, sciences sociales, donc avec aujourd'hui un corps professoral de 200 professeurs-chercheurs qui travaillent sur les sujets d'organisation, de management, de finance, pour irriguer tous les programmes de formation. Voilà. Merci Isabelle. Alors Anne-France, un petit mot sur tes différentes casquettes, tu en as plein, et tu as notamment cofondé cette société, la fondation des sociétés à mission, c'est ça? C'est-à-dire que la communauté d'entreprises à mission. Quelques mots en effet. Donc, je m'appelle Anne-France Bonnet, je travaille depuis une vingtaine d'années sur les sujets de durabilité des organisations. J'ai croisé l'équipe des mines ParisTech il y a quelques années et découvert l'ensemble de leurs travaux. Et y ai vu quelque chose d'assez passionnant par rapport à ce à quoi sont confrontées les entreprises aujourd'hui. Ce quoi passionnant, c'était la société à mission, qui est rentrée dans le cadre de la loi française et dont on vous dira quelques mots. Et surtout, ce qu'on s'est dit, et là je pense au livre de Lionel Roch, je crois, Laissez-nous bosser, c'est que ce qui est très intéressant avec ce modèle, c'est que c'est un modèle qui laisse la liberté d'entreprendre, bien qu'il soit extrêmement exigeant. Donc pour que ce modèle reste à la main des dirigeants, la communauté des entreprises à mission a été créée. Aujourd'hui, 350 membres, sociétés à mission, au-delà des 2000 sociétés à mission françaises. Et c'est vraiment pour que ce modèle-là reste à la main des entreprises et évolue aux côtés des chercheurs. Allez, Anne-France, on y va, donc état des lieux. On raconte un peu comment ça a été créé, et puis on t'écoute avec beaucoup de passion. Merci beaucoup. Et puis ma deuxième casquette, c'est que je fais du conseil donc, depuis 20 ans sur le sujet. Et je suis partenaire dans un groupe qui s'appelle KEA, dont je dirige le pôle impact. Tu as même conseillé le M Lyon. Et j'ai même conseillé le M Lyon. En tant qu'ancien élève, c'était... oui, ça c'est sûr. Alors, ce que je voulais vous partager, alors peut-être avant, c'est qui dans la salle connaît ce modèle de la société à mission? Génial. Super, bravo. Et qui l'expérimente dans sa propre entreprise? Super. Non, c'est juste pour savoir ce que je vais vous raconter. Je vais essayer d'être très courte. On va revenir à la préhistoire, c'est-à-dire en 2017-2018. À l'époque, il y a un mouvement pour la croissance et la transformation des entreprises, donc un mouvement lancé par le gouvernement de l'époque. Donc c'était la préparation de la loi Pacte. Un des tiroirs de la loi C'était la belle époque où on avait un gouvernement, ça? Oui, c'était à l'époque où on avait un gouvernement. Et le tiroir qui concernait entreprises et sociétés a été attribué à Nota et Sénart, qui avait pour objectif d'étudier le sujet. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, le gouvernement, l'État français, avait 3 problématiques. La première problématique, c'était faire de la pédagogie économique, faire en sorte que le français apprécie l'acteur économique. Vous savez qu'on est très très mauvais en France sur le rôle des entreprises. Donc, depuis le Covid est passé, donc les choses ont un peu changé. Mais il y avait vraiment un enjeu de pédagogie économique, que le français comprenne le rôle essentiel d'une entreprise dans la société. Deuxième sujet du gouvernement, c'était montrer la différence du capitalisme à la française et du capitalisme à l'européenne au regard des autres blocs.
donc asiatiques et anglo-saxons. Troisième point, qui est absolument clé, c'est d'embarquer les entreprises aux côtés de l'État pour adresser les grands défis de durabilité sociaux, sociétaux, environnementaux. L'État ne peut rien faire seul. Donc face à ces trois sujets, il donne le bébé à Nicole Notat et Jean-Dominique Sénard, qui, avec intelligence, plutôt que de faire tout seul, ont beaucoup auditionné. Donc de là, on est sorti un rapport assez passionnant, qui est maintenant d'ailleurs étudié sur les bancs de l'école, l'entreprise objet d'intérêt collectif, que je vous recommande d'ailleurs, qui est vraiment intéressant, et la loi Pacte s'en est inspirée quasi à 100%. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont nettoyé le code civil de Napoléon, vieux de 200 ans, et ils ont inscrit dans le code civil, bon pour toutes les entreprises, il est dans l'intérêt social d'une entreprise d'intégrer les enjeux sociaux et environnementaux. Donc comme ça c'est fait, une entreprise n'est pas là que pour la rentabilité. Et ensuite, ils ont proposé deux concepts, et c'est ça qui a intéressé les dirigeants, le concept de raison d'être et le concept de mission. Donc une espèce de gradation à 3 niveaux. Donc je nettoie le code civil, c'est bon pour tout le monde. Je propose une raison d'être, que ceux qui souhaitent y aller pour redéfinir leur projet et leur utilité en collectif y aillent et l'inscrivent dans leur statut. Et je propose, troisième niveau, le modèle de la société à mission. Et ce modèle-là, comme je vous l'ai dit, inspiré des travaux d'Émile Paritech et qui était au départ essentiellement axé sur l'innovation, comment libérer l'innovation dans l'entreprise. Donc en fait, la mission, qu'est-ce que c'est? Le modèle de la société à mission, qu'est-ce que c'est? Qui n'est pas un statut, qui est une qualité qui peut s'adjoindre à n'importe quel type de statut. En fait, c'est tout simplement un dirigeant qui pense que dans le monde d'aujourd'hui, c'est intéressant de se doter d'une membrane un peu supra pour arriver à arbitrer dans un monde très complexe et intégrer les enjeux environnementaux, sociaux, sociétaux très compliqués pour lesquels il n'y a pas une seule solution, mais l'adapter à sa propre dimension pour la trajectoire de sa propre entreprise. C'est ça le modèle de la société à mission. C'est donc 4 marqueurs. En collectif, je me dote d'une raison d'être, je la définis avec mes parties prenantes internes et externes. Je me dote d'objectifs. Je décide d'avoir un nouvel organe de gouvernance distinct de mes organes précédents qui s'appelle un comité de mission, composé de parties prenantes externes mais qui sont à ma main. Je vais choisir moi-même. Je suis contrôlé. Et ce modèle, à partir du moment où je suis d'accord, on le met dans les statuts, on le vote en AG, mais c'est révocable. Je peux le perdre. Donc vous voyez bien qu'en termes de contenu, 0, c'est défini par l'entreprise et ses parties prenantes. Et par contre, en termes d'exigence, je suis contrôlé et j'ai un modèle de gouvernance. Donc j'en terminerai rapidement. Vous l'avez compris, la société à mission, c'est absolument pas une posture. Si le dirigeant y va, c'est pour accompagner la trajectoire et la transformation de son organisation. Ce n'est pas du tout un label, puisqu'il y a à peu près 2400 sociétés à mission françaises, il y a 2400 missions différentes. Donc, et c'est là où je vous disais en introduction que c'est un modèle qui respecte la liberté d'entreprendre tout en étant très exigeant. Ça n'est pas qu'un supplément d'âme, mais c'est vraiment une trajectoire pour guider l'entreprise, sachant que tout l'enjeu, c'est d'accepter les arbitrages en continu. Je terminerai en disant que dans les sociétés à mission françaises, sachant qu'il y a des cousins en Italie, en Belgique, aux États-Unis déjà depuis 15 ans, le modèle français est assez particulier, mais dans la répartition des 2000, il y a à peu près 5,5% de grandes entreprises, donc une surreprésentation des grandes entreprises, 80% de PME et 14% d'ETI. Parce que c'est un modèle qui plaît particulièrement aux ETI, puisqu'il y a une dimension qui est projective, il y a une dimension qui fixe un cap pour le collectif, et évidemment qui permet de naviguer par temps fort. Et ça te prend, Philippe, avant de débuter les questions, un mot sur ton fonds Impact, un mot sur ta société. Bonsoir à tous. Je dirige une société d'investissement qui s'appelle Mirova, que j'ai créée il y a 12 ans, qui est une filiale du groupe BPCE, Banque Populaire et Caisse d'Épargne, et qui est spécialisée dans ce qu'on appelle la finance durable, finance responsable, finance environnementale, tout ce que vous voulez, finance verte. En gros, on investit dans des solutions qui nous paraissent intelligentes pour résoudre les enjeux environnementaux et sociaux. Et on fait ça en investissant dans des entreprises
dans les marchés boursiers, dans des projets d'infrastructure, dans des PME, etc. etc. Et donc on gère aujourd'hui 35 milliards d'euros. On est 300 personnes basées à Paris, à Boston, à Nairobi, à Singapour. Et voilà, c'est ça qu'on fait. C'est pas mal. Voilà. Olivier, toi, t'as l'habitude. Et on est évidemment société à mission. D'ailleurs, je peux dire un mot sur la société à mission avant de les questions. C'est que vous avez compris en écoutant Anne-France, en fait, la société à mission, c'est un truc de masochiste, en fait. C'est-à-dire, vous êtes tranquille, vous avez votre boîte, peinard, faites ce que vous voulez, et puis un jour, vous dites ah, tiens, si je me fixais des contraintes et que je les mettais directement dans mes statuts pour essayer de m'obliger à faire des trucs que j'ai pas envie de faire, et puis si je demandais à quelqu'un de venir me contrôler tous les 2 ans et de me labelliser, et puis comme ça, si je le fais pas, il va me taper sur les doigts. Donc vous voyez, quand même au démarrage, vous dites c'est quand même un truc un peu bizarre, quoi. Hein. Pourquoi diable se mettons des contraintes que la réglementation ne nous demande pas de faire? Et pourtant, miracle, truc bizarre, il y a 2400 boîtes qui ont décidé de le faire. Donc, sauf à imaginer que la société économique et le modèle économique français est en train de tourner maso complètement, il doit bien y avoir quelque chose d'intéressant là-dedans pour qu'on puisse aller dans cette direction-là tout en s'infligeant des contraintes différentes. Et donc ça, je vous dirai pourquoi en répondant aux questions tout à l'heure. Olivier, un mot sur Biscornu. Tu as changé de vie un jour et tu as lancé ce concept qui fonctionne très bien. Oui, alors j'ai créé Biscornu en 2020 et Biscornu, la raison d'être même de mon projet et de l'entreprise que j'ai créée est de pouvoir maximiser l'impact. Donc je ne parle même pas d'argent dans cette raison d'être et dans les statuts de mon entreprise créée. Tout simplement parce qu'on vient résoudre une problématique de société qui est celle de l'exclusion des porteurs de handicap cognitif et mental en France. Voilà. Donc je suis papa. Oui, ça vient de l'expérience personnelle. Hein. Voilà, ça vient de mon expérience personnelle. Donc moi j'étais cadre d'un grand groupe anciennement Péchinet, à qui ça parle, qui fait de l'aluminium pour des avions, des bateaux, des camions. Donc j'encadrais la gestion de la division aéronautique. Et puis en 2020, mon enfant qui est autiste sévère n'a plus de suite à l'école. Comme il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire et il ne sait pas parler. Alors on s'y attend en tant que parent. Hein. En revanche, on s'attend moins à ce qu'il n'y ait aucune solution du tout pour notre enfant en France. Et on n'est pas un cas isolé, donc il n'y a pas de place dans des structures médico-sociales, un IME, pour ceux à qui ça parle également, pour nos enfants différents. Bon, c'est un cas classique, hein, malheureusement. Et notre enfant reste à la maison, mais sans avoir rien à faire que de rester à la maison et attendre que la journée se passe, quoi, hein. Donc il voit ses frères et sœurs, il voit ses parents. Nous, on a tous nos vies, les frères et sœurs à l'école, les parents dans une entreprise. Et puis le soir, on retrouve notre enfant. Et puis, bon, ça dure quelques jours, mais au bout d'un certain temps, il montre que ça ne marche pas vraiment de ne pas s'occuper de lui. Puis on peut le concevoir aisément. Hein. Et il commence à regarder en boucle des vidéos de suicide dans le cas de notre enfant à nous. Voilà. Et donc c'est ce qui a calmé un peu la banalité de notre quotidien, de notre famille, et qui m'a, moi, donné un coup de pied dans le derrière là, pour essayer d'entreprendre quelque chose pour mon enfant. Et puis, quitte à se lancer, essayer de trouver une solution pour d'autres enfants comme lui, puisqu'il y en a 2 millions en France. 2 millions de porteurs de handicap cognitif mental, autisme, trisomie, dyspraxie, TDAH. Là, vous en avez une liste très grande. Et donc, de constater qu'en France, on est les champions de ne pas les intégrer. Mais on est beaucoup de champions dans le monde. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pays qui n'intègrent pas nos enfants. Donc, mon fils en état de mort sociale à 14 ans, vous imaginez, enfant, pas d'avenir, pas de vie. C'est pas normal, quand même. Donc, grosse colère, grosse injustice. Et de là à dire, on va porter l'étendard de nos enfants différents. Et le projet Biscornu est né. Biscornu, ça vient de fruits et légumes biscornus. Des fruits et légumes qui sortent d'un calibre donné, d'un standard donné, d'une norme donnée. Personne n'a dit qu'il fallait jeter ces fruits et légumes, hein, d'ailleurs. Mais en fait, comme il n'y a pas de chemin pour eux, pourquoi? Parce que ça coûte trop cher. Eh bien, en fait, on les laisse de côté et ils sont ignorés. Et ça représente la bagatelle de 45% de la production agricole dans le monde, selon la FAO, la Fédération de l'agriculture. 45%. Donc on est suffisamment collectivement stupide pour enlever des forêts, construire des cultures
et puis d'en recueillir que ce qui va correspondre à la dimension d'une cagette, pour emmener ça dans un supermarché ou de l'industrie agroalimentaire. Ben, le reste, ça reste dans le champ, ça reste à la coopérative agricole, parce que ça coûte plus cher de pouvoir trouver un chemin pour des fruits et légumes qui ne rentrent pas dans le calibre. C'est exactement le parallèle avec nos enfants différents. Ils ne savent pas forcément lire, ils ne savent pas forcément écrire, puis dans le cas de mon fils, il ne sait même pas lire, il ne sait même pas parler. En revanche, à la maison, moi je constate tous les jours qu'il fait une chose que ses frères et sœurs ne font pas. Il débarrasse parfaitement le lave-vaisselle. Bah, n'empêche que c'est un truc tout simple, mais on tire juste ce talent-là ou cette compétence-là. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il ne sait pas parler, mais il débarrasse bien le lave-vaisselle. Ça veut dire qu'il sait trier, discriminer des fourchettes, des cuillères, des verres, des assiettes, voilà, vous voyez bien. Et en plus, il aime bien le refaire plusieurs fois d'affilée, parce qu'il voit que ça satisfait son père, sa mère, donc il est content. Bon, et ben c'est là le point de départ de l'histoire, de dire, peu importe nos différences, on a tous des talents, et il faut savoir reconnaître ces talents, cette différence, pour les emmener là où chacun de nous peut être pertinent et utile dans cette société. Voilà le combat. Donc moi, je m'appelle Et aujourd'hui, Biscornu au quotidien, c'est quoi, Olivier ? Alors Biscornu, aujourd'hui, il y a 3 structures qui ont été créées. Il y a une école aussi, et il y a un cabinet de conseil pour essayer d'accompagner les entreprises dans l'intégration, l'inclusion de ces jeunes-là. Donc il y a 70 personnes permanentes. On a commencé en 2021. Et puis, il y en a 70 qui sont formés à venir... parce que Biscornu, c'est un traiteur, j'ai oublié de le préciser quand même. Oui. C'est un traiteur événementiel, et ce soir même, on est en prestation. Donc, je vais quitter juste après là, pour aller au Louvre, pour la banque Rothschild, qui accueille ses clients du monde entier. Très chic. Et donc, je vais quitter juste après. Mais donc, on a 70 serveurs en extra, et puis on accompagne en formation 150 jeunes qui ont entre 16 et 20 ans. Allez, pourquoi la durabilité et les enjeux sociétaux deviennent stratégiques ? Un petit commentaire, Isabelle, ta vision des choses, ensuite Anne-France, et chacun pourra témoigner. Les enjeux de durabilité, il n'y a qu'à regarder ce qui nous entoure et les réalités géophysiques. Je pense que la question du désastre écologique et de l'habitabilité de la planète, c'est une question évidemment majeure déjà. Quand on regarde juste le monde qui nous entoure. Ensuite, moi j'évolue dans un secteur où je suis très en contact avec les attentes de la jeunesse. Alors la jeunesse, ça ne veut pas dire grand-chose puisque ce n'est pas monolithique, mais enfin il y a quand même des attentes. En tout cas dans le milieu de l'enseignement supérieur, on l'a beaucoup vécu avec des collectifs qui sont nés en 2018-2019, voilà, des mouvements autour des enjeux socio-environnementaux qui se sont avérés beaucoup plus prégnants. Et donc, et puis il y a une singularité à Lyon. Pourquoi on est devenu société à mission ? Avant que j'arrive, l'école a ouvert son capital à un actionnaire privé pour devenir une société à but lucratif, ce qui est un peu inédit dans le secteur de l'enseignement supérieur en France. Et il nous importait, enfin, en tout cas quand je suis arrivé avec nos équipes, avec l'accord de nos actionnaires, de rappeler la mission d'intérêt général de l'école et le fait qu'elle était au service du bien commun. Et donc ce statut de société à mission nous a permis de rappeler tout ça, donc en prenant en compte une attente importante de notre partie prenante principale que sont les jeunes et les étudiants, et en prenant en compte aussi des enjeux sociaux qui sont prégnants aussi dans certaines business schools, dans la plupart des business schools, la diversité sociale, donc c'est pour ça que c'est inscrit dans notre... la raison d'être et les objectifs que l'on s'est fixés. Donc ces 2 objectifs, l'ouverture sociale, la diversité sociale, plus la prise en compte des enjeux environnementaux dans toutes nos actions, dans tous nos projets, sont devenus le fil directeur de nos actions. Voilà. Philippe ? Je rejoins évidemment les sujets, ce que tu viens de dire sur les sujets environnementaux et sociaux, mais je pense que plus globalement, on fait face à des modifications absolument structurelles, extrêmement importantes en ce moment. Et donc, voilà, on vit dans un monde en rupture extrêmement forte. Alors, ce sont des ruptures qui sont de nature différente. Il y a évidemment une rupture qui est liée aux problématiques du climat, de la biodiversité. Mais on a d'autres ruptures à côté aujourd'hui qui viennent
catapulté, j'allais dire, sur celle-ci, notamment toute l'évolution technologique. On est face à une révolution technologique absolument hallucinante, avec l'intelligence artificielle notamment qui est en train de disrupter complètement nos business. Et en parallèle de ça, on a aussi une rupture géopolitique absolument majeure, qui fait que la question de la souveraineté, notamment, est en train de devenir essentielle. Et notamment, en tant qu'investisseur, savoir où va notre argent, comment est-ce qu'on investit notre argent, comment on fait que l'argent qu'on investit va favoriser notamment la souveraineté européenne et le développement des pays européens est extrêmement clé quand on sait qu'aujourd'hui, il y a une très grosse partie de l'épargne des Européens qui fuit et qui part financer la tech américaine. En gros, c'est ça qui est en train de se passer. Donc, on est face à ces questions-là. Et donc, ce qui est important, il me semble, c'est que si on veut que ça soit stratégique, ces questions-là, il faut qu'on arrive à faire un lien entre ces questions. Et je pense que très souvent, on les oppose, et je pense que c'est un mauvais débat de les opposer. C'est-à-dire, on se dit, par exemple, les questions environnementales, oh là là, c'est embêtant, ça va être contre-productif, ça va baisser la croissance, et donc c'est mauvais, et donc on va les mettre de côté parce qu'on a d'autres sujets comme l'armement ou des sujets des sujets stratégiques à mettre en place. En fait, en réalité, ce sont les mêmes questions qui sont là. Si on n'arrive pas à faire un lien, par exemple, entre l'évolution technologique et le climat, on ne va pas s'en sortir parce que la technologie, l'IA, va avoir besoin de plus en plus d'énergie. Il y a un lien évident avec ça, donc avec la construction de data centers, une demande énergétique de plus en plus forte. Or, les grands de la tech aujourd'hui veulent de l'énergie propre, et donc on a un lien direct entre développement de la technologie d'un côté et développement des renouvelables et de l'énergie propre demain. Et à l'inverse, on a besoin de l'IA pour aussi gérer les flux, gérer les réseaux, améliorer l'efficacité de l'ensemble de l'économie. Donc il y a un lien dans les deux sens. La même chose au niveau de la souveraineté. On peut parler évidemment d'investir dans l'armement, mais la souveraineté aujourd'hui en Europe, c'est aussi une question de souveraineté énergétique. Sans souveraineté énergétique, on n'a pas notre souveraineté. C'est une question de souveraineté alimentaire aussi. Donc je pense que voilà, c'est stratégique parce que ces sujets-là sont liés et en fait ne font que répondre à une question, c'est dans quelle société on veut vivre et comment on veut vivre. Olivier ? Je pense qu'en effet, on ne peut pas opposer les différents éléments. C'est d'ailleurs pour cette seule raison que j'ai créé une structure à but lucratif, une entreprise, pour démontrer qu'il était possible, dans mon cas, de pouvoir embarquer des gens qui sont exclus de la société pour faire le meilleur dans un métier donné, qui était celui du traiteur, et démontrer que l'excellence collective est possible. Donc c'est pas en opposition avec l'économie ou le fait de pouvoir générer de la valeur ajoutée ou du profit, mais c'est également pour intégrer cette dynamique ou cette problématique sociale dans nos organisations et dans nos entreprises. Donc je rejoins Philippe sur cette idée-là, qu'on ne doit pas opposer les différentes problématiques, mais plutôt les conjuguer pour en tirer le meilleur. Et pourquoi tu as créé une école, Olivier ? Parce que la formation normale, j'allais dire, ne fonctionnait pas ou n'existait pas ? Alors, en fait, tout simplement, à l'image de mon fils, quand on ne sait pas lire, en France, ça devient compliqué de suivre un cursus scolaire, quel qu'il soit. Donc il n'existait pas d'alternative à de l'apprentissage sans pouvoir lire. Et donc j'ai dû créer en effet une structure qui s'appelle AFUT, ça veut dire Association pour la formation universelle aux tâches élémentaires, et on apprend à des jeunes porteurs de handicap qui ne savent pas forcément lire ou écrire, eh bien, des métiers en décomposant les gestes pas à pas avec des dessins. Donc nous on va représenter chaque geste. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de débarrasser un lave-vaisselle. Eh bien, on va le représenter pas à pas, sans aucun mot et sans aucun chiffre, tout verticalement. Et donc, on représente les gestes, les doigts particulièrement, pour que quelqu'un qui ne sait pas lire comprenne exactement ce qu'on attend de lui. Et donc, on a créé cette école-là pour être l'alternative possible pour des jeunes qui ne savent pas forcément lire et écrire. Et on les emmène en ayant un discernement dans les entreprises des fameuses tâches élémentaires, des tâches qui sont répétées, un peu à l'image de débarrasser un lave-vaisselle. Il existe beaucoup de tâches qui sont accessibles pour ces profils-là et qui ne nécessitent pas forcément de savoir lire ou écrire. Par exemple, une chambre d'hôtel à changer, ou alors de remplir des rayons de supermarché. Là, tout le monde peut concevoir qu'on n'a pas besoin de savoir lire ou écrire pour faire ça.
Et donc, on va nous représenter ces tâches-là, très simples, répétées, avec des protocoles visuels. Et aujourd'hui, il y a à peu près 1000 tâches élémentaires qui ont été recensées dans plusieurs entreprises. La restauration, l'hôtellerie, le nettoyage, la propreté, mais également des fonctions support dans les cabinets d'avocats, par exemple. On attaque les métiers de la comptabilité ou de la paye. Donc ça veut dire que même dans ces domaines-là, pour des gens qui savent... alors, ils savent lire pour certains, hein, mais on va essayer de processer les étapes de façon extrêmement claire pour que les jeunes qui n'ont pas la même faculté que nous d'être avec des aléas, de vivre avec des interactions sociales facilement, eh bien on puisse les accompagner et les emmener dans l'emploi. Voilà. On parle des difficultés et des défis, Anne-France ? Pour les défis et les difficultés, pour rebondir, je vais laisser la parole à Philippe et à Isabelle, parce que c'est eux qui le vivent, même si nous aussi, nous sommes cabinet société à mission, je trouve que leurs exemples sont plus intéressants. Il y a dans la difficulté à ne pas opposer, il y a une question de temporalité. C'est vrai que pour beaucoup d'entreprises, la dimension durable est une dimension plutôt de long terme, alors que quand on parle de problématiques de compétitivité ou même de souveraineté, parce que c'est le sujet du moment, on va se dire c'est plus urgent, mais en réalité non. Et quand vous regardez ce qui se passe dans les chiffres sur la partie consommateur ou attentes des citoyens français, les attentes en termes de pratiques, de durabilité des acteurs économiques n'ont jamais été aussi fortes, même si les Français sont particulièrement exigeants sur le sujet. Et quand on regarde les conséquences sur les limites planétaires et donc la rareté des ressources, que ce soit en ressources hydriques ou même dans le secteur agroalimentaire, qui commence à se font sentir tout de suite. Donc c'est vrai que ce talent d'arriver à arbitrer en permanence ces sujets apparemment différents, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Mais je vais peut-être passer la parole à Philippe et Isabelle pour qu'ils expliquent, eux, leurs défis, leurs difficultés dans leur quotidien d'entrepreneur. Allez, Philippe d'abord. Bon, les difficultés, vous les voyez bien aujourd'hui, hein, c'est le fait qu'on a des évolutions qui sont assez drastiques au niveau de notre environnement, en fait, et notamment au niveau de l'environnement réglementaire. C'est-à-dire que pour développer et pour avoir une vision de long terme, la stabilité alors tu parlais des consommateurs, ça c'est une chose, mais il y a aussi évidemment toute la partie de politique et de réglementation. Si on n'a pas une stabilité, si on n'a pas une direction, c'est compliqué d'agir dans cet environnement-là. Or là, ces dernières années, on a bien vu qu'on a eu des allées, des retours qui sont assez significatifs. Aujourd'hui, on a effectivement des reculs assez significatifs, assez importants au niveau de la réglementation européenne notamment. Voilà, prenez l'exemple des véhicules thermiques, c'est assez clair. À partir du moment où vous avez une règle qui vous dit il n'y aura plus de véhicules thermiques en 2035, vous savez où vous allez. Si on vous dit non, c'est pas 2035, ce sera 2040, vous savez toujours où vous allez. Mais si il y a un débat pendant 5 ans pour savoir si ça sera 2035, 2036 ou 2040, là, vous savez pas où vous allez. Et donc, vous n'arrivez pas à définir une stratégie. Et ça, des exemples comme ça, aujourd'hui, on en a à foison. Et puis, on a effectivement l'autre difficulté, c'est qu'on est dans un monde globalisé, en tout cas pour nos business. La finance, c'est un monde global aujourd'hui. Et dans ce monde global, on est en compétition avec... des comportements qui sont complètement différents. Aujourd'hui, encore une fois, je vous parlais des États-Unis parce que c'est assez marquant. Les actions mondiales, aujourd'hui, c'est 70% sont des actions américaines. Et à l'intérieur des actions américaines, si vous prenez le SP500, donc qui est l'indice des actions américaines, les 10 premières capitalisations boursières du SP500 représentent aujourd'hui 42 ou 43% de cet indice. Vous voyez, c'était moins de 20% il y a 5 ans. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui une concentration économique au niveau mondial qui va d'abord une concentration sur les États-Unis et ensuite une concentration à l'intérieur des États-Unis sur une dizaine d'entreprises qui sont principalement des valeurs de la tech. Donc aujourd'hui, vous avez en fait le monde économique qui fait quasiment qu'un seul pari. C'est comme si vous alliez au casino et que vous mettez, c'est tout sur le rouge. Hein. C'est un seul pari, c'est le pari de l'IA. Donc comment est-ce qu'on arrive à naviguer là-dedans? Comment est-ce qu'on arrive à faire malgré tout d'autres choix et à continuer à alimenter d'autres stratégies? C'est ça les difficultés auxquelles on fait face aujourd'hui. Isabelle? Je vais rebondir sur la question de l'environnement. Il n'aura échappé à personne aujourd'hui qu'il y a une forme de backlash sur la question environnementale. Donc nous, quand on a lancé la société à mission il y a 4-5 ans, c'était plutôt porteur comme créneau.
Voilà, aujourd'hui, nous on maintient notre trajectoire, en particulier en matière environnementale, dans nos enseignements, dans la recherche, mais c'est moins tendance. Voilà. Donc il y a une forme, voilà, on ne cède pas à la mode ambiante et on veut faire en sorte que nos étudiants continuent, pour des raisons aussi économiques, comme le disait Philippe, à être formés aux grandes ruptures qui sont celles du monde actuel, qui sont à la fois des ruptures technologiques et à la fois des ruptures socio-écologiques. Voilà, donc il me semble que c'est un devoir d'un établissement d'enseignement supérieur de continuer sur cette trajectoire, de les former à ce monde qui connaît des vulnérabilités tout à fait critiques et des risques majeurs. Donc ça, c'est une première difficulté actuelle. Une deuxième difficulté peut-être, c'est que notre monde de l'enseignement supérieur, et en particulier des business schools, est régi par des rankings, des classements, qui valorisent beaucoup plus des dimensions de ce qu'on appelle de retour sur investissement, de trajectoire professionnelle vertueuse, ce qui est extrêmement bien, mais qui valorise beaucoup moins l'engagement social et environnemental d'une institution académique. C'est dans les critères, dans la matrice des classements. La pondération sur les critères sociaux et environnementaux et la capacité d'une business school à s'engager sur ces questions-là en termes de formation, de recherche, d'exemplarité elle-même est beaucoup moins pondérée que d'autres critères plus classiques, mais qui correspondent peut-être pour certains au monde d'avant. Voilà, donc c'est une autre difficulté. Voilà, on arrive à tirer notre épingle du jeu, nous Lyon, c'est très bien. Mais encore faut-il avoir conscience qu'il y a des freins externes à un engagement sur cette trajectoire-là. Et puis il y a des freins aussi internes, parce qu'on n'a pas parlé de l'alignement des parties prenantes. Donc c'est vrai que notre COMEX est très engagé, notre conseil de surveillance aussi, est à nos côtés, nous soutient. Et ensuite, il faut que ça descende toute la chaîne, en interne, de l'organisation jusqu'en interne, et ça prend du temps. Donc ça a pris du temps chez nous. Aujourd'hui, ça irrigue beaucoup mieux que ça ne l'était. C'est même très vertueux parce que ça crée une forme de cohésion dans l'école. Mais cette question de l'alignement de l'ensemble des parties prenantes, dont nos étudiants, tout à l'heure j'évoquais les attentes de la jeunesse, mais les jeunes, ce n'est pas une catégorie monolithique. Et donc il n'y a pas non plus d'engouement généralisé pour la trajectoire que nous prenons, même s'il y a du soutien. Et la question de l'alignement, de l'appropriation par l'ensemble des parties prenantes et de l'école et l'extérieur était évidemment un enjeu important dans les tensions auxquelles on fait face. Ce que va dire Anne-Laure Volsé, mais le statut de société à mission implique des renoncements aussi. Je ne sais pas si tu veux en parler, mais des renoncements du point de vue, par exemple, des ressources financières dont on peut se priver par moment. On a mis en place une politique de bourse sociale plutôt très ambitieuse à l'école. Ce sont des ressources financières dont on se prive. Oui. Voilà. Donc ça, mais parce que ça fait partie de l'engagement que l'on... Malgré le fait que ça soit une société à but lucratif, quoi. Absolument. Absolument. Ça veut dire qu'il y a un engagement de nos actionnaires aussi. Et puis deuxièmement, on peut renoncer à des programmes d'executive education pour certaines entreprises. Je pense à une entreprise en Chine qui voulait nous faire un programme de greenwashing. À la clé, il y avait plutôt un bon contrat, on a refusé. Voilà. Donc, ce statut de société à mission, c'est à la fois beaucoup d'opportunités, des opportunités de transformation, aussi, mais aussi des renoncements possibles. Voilà. Olivier, toi, ta difficulté, c'est le business en ce moment de l'événementiel qui est compliqué. Donc là, tout le monde va faire travailler demain matin. Donc fais ta pub et explique pourquoi il faut travailler matin, midi et soir avec Biscornu. Mais disons que nous, on sert l'impact de ces jeunes-là, qu'ils aient un job, qu'ils aient une vie comme nous, c'est tout. Donc moi, c'est mon combat permanent. Donc là, j'entends qu'il y a des soucis d'alignement parfois. Il y a un contexte international qui fait qu'on est toujours obligé d'être comparé. Et nous, c'est pareil. On est un traiteur, on est le seul traiteur événementiel haut de gamme à faire travailler ces autistes, trisomiques, dyspraxiques, à la fois en cuisine et à la fois au service. Donc c'est l'espoir. Mais tu as du mal à vendre ce concept ou pas? Est-ce que les entreprises sont réfractaires, au contraire te disent viens nous aider? La vraie barrière, c'est une barrière psychologique mentale que chacun d'entre nous a. Ça s'appelle un biais cognitif très simple, je vais vous le dire. Le mot handicap, la définition même du mot handicap, c'est pas capable de. Pas capable de, d'un point de vue physique ou d'un point de vue cognitif ou mental. Quand il y a ce mot-là attaché à ce qu'on fait, il y a un biais qui fait que les gens vont avoir une méfiance par rapport à la capacité de pouvoir les servir à un niveau d'excellence ou à un niveau d'exigence.
Donc nous, le plus grand des combats qu'on ait à surmonter aujourd'hui, avec un projet comme celui-là, c'est celui de la barrière mentale sur le faire confiance, sur la capacité de faire. Donc c'est par la multiplication des preuves, mais ces preuves-là, on est obligé de les faire à grande échelle et de montrer que ces jeunes-là, ils sont très capables, comme nous tous. Donc ça, c'est le principal écueil qu'on a dans ce projet-là. Et donc beaucoup des entreprises, parce qu'il y a 1400 entreprises clientes aujourd'hui de Biscornu, mais font appel encore de façon exceptionnelle. C'est quand il y a un rassemblement pour la RSE ou pour l'inclusion. Mais pas du tout de façon systémique ou systématique comme un autre traiteur. Donc c'est là-dessus qu'il y a réellement un travail de fond sur le fait, sur casser ce biais cognitif qui est en chacun de nous, qui en fait se joue simplement des automatismes, des réflexes qu'on a de préjugés de certaines choses. Voilà. Bon, donc ça veut dire que Biscornu, pour répondre présent, quel que soit le contexte événementiel, mon cher Olivier, c'est ça? On a fait des inaugurations, première pierre, dans des chantiers où il n'y avait pas de bâtiment, pas d'électricité. Et puis en effet, ce soir, je vous ai dit, c'était au Louvre, très chic. Pour la première fois, très chic. Allez, on parle des réussites et des opportunités. Philippe, comment tu vois les choses? Mais d'abord, je vais peut-être rebondir un tout petit peu sur ce qu'a dit Isabelle juste avant, sur cette espèce d'arbitrage qu'on pourrait avoir entre... nous, on nous pose tout le temps la question fait du développement durable, du coup, est-ce que c'est performant? En financier, c'est la clé. Et donc, on essaye de développer un message qui est justement celui de l'absence d'arbitrage, en quelque sorte. C'est de faire du en même temps, j'allais dire. Les deux, en tout cas. C'est-à-dire qu'on est convaincu que la stratégie qu'on déploie est une stratégie gagnante. Et c'est la même chose, j'imagine, en termes d'éducation. Bien sûr qu'on fait des renoncements de temps en temps, mais c'est des renoncements qui sont des renoncements porteurs de valeur. Si c'est juste des renoncements qui nous font perdre de l'argent et de la valeur, on va pas avoir envie de les faire longtemps. C'est parce qu'on les fait, parce qu'on pense que ça renforce notre message, et donc, potentiellement, ça renforce notre business. C'est parce qu'on va aller chercher de nouveaux clients qui, eux, sont contents parce qu'on fait ces renoncements. Ou de nouveaux élèves qui vont venir chez nous parce qu'ils savent qu'on fait ces renoncements. Donc c'est pour ça que je suis, à la fois j'aime bien et à la fois j'aime pas trop ce mot de renoncement, parce que pour moi c'est plus des paris que des renoncements. C'est plus des engagements que des renoncements. Et donc voilà, je crois que ça fait partie des réussites qu'on peut montrer, c'est-à-dire de montrer que on est passé de 0 à 35 milliards quasiment en 10 ans chez Mirova, parce qu'on a réussi à convaincre des investisseurs institutionnels, des épargnants, des assurances, des fonds de pension, que cette idée-là avait du sens. Et donc, ils savent ce qu'ils font, clairement, et donc ils viennent en acceptant ce pari-là. Voilà. Et donc ça, je pense que c'est important, c'est, je pense, une des réussites principales qu'on peut montrer. Isabelle? Oui, je vais rebondir sur l'histoire du renoncement. Je pense que Philippe a raison. C'est-à-dire qu'il y a à court terme, on a l'impression de renoncer, et à long terme, c'est porteur de valeur. Donc c'est un investissement, alors, on investit. Oui, voilà, mais c'est une histoire de temporalité. Voilà, sur le moment, ça peut faire mal. Et puis, de fait, à long terme, ça donne une identité, ça donne une boussole, ça donne un cap, ça donne du sens. Et c'est en ce sens que c'est porteur de valeur. Et ce statut de société à mission, c'est un puissant... Ça transforme aussi une organisation. Ouais. Voilà, ça la transforme et ça porte un plan stratégique. Un plan stratégique qui vient en deuxième étape, après avoir défini la raison d'être et les objectifs socio-environnementaux, qui sont la boussole, et les objectifs stratégiques sont une déclinaison de cette raison d'être. Et nous, on l'a vu, c'est-à-dire que ça nous a amené à modifier nos programmes de formation de manière assez substantielle, c'est-à-dire en essayant d'intégrer des enjeux socio-environnementaux de manière très systémique, et pas seulement du saupoudrage ou de manière très spécialisée. Ça nous a conduit à revoir aussi nos programmes de recherche en ce sens. Ça nous a amené à essayer d'être... Alors exemplaire, c'est un bien grand mot, mais c'est nous-mêmes, en tant qu'organisation, par crédibilité envers nos étudiants, d'être un peu exemplaires sur le plan environnemental, avec une réduction de notre bilan carbone. Mais enfin, le cœur du sujet, ça reste ce qu'on dispense à nos étudiants comme formation et la manière dont on crée de la connaissance qui fasse sens et qui ait de l'impact. Donc oui, non, c'est très vertueux, sinon on n'est pas maso. Ouais. Voilà. Donc on aurait, mais à court terme, ça peut, en tout cas, ça peut être porteur de tension. Voilà. Anne-France. Oui, peut-être en synthèse, ce qu'on peut dire qui est assez vertueux avec ce modèle, c'est que, vous l'avez compris, c'est difficile de ne pas siloter.
On vient tous d'une génération où le développement durable finalement est assez récent. Il y a des jeunes ici, hein, parle pour toi là. Oh. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ouais. Mais on va dire que ces sujets-là, c'est une génération. Ça fait 50 ans en fait qu'ils sont formalisés et qu'ils apparaissent dans notre paysage économique. C'est donc, somme toute, assez récent. C'est très compliqué de ne pas siloter les choses. Tout l'enjeu aujourd'hui, dans les stratégies gagnantes, c'est d'arriver à penser global, penser systémique, intégrer l'extra-financier en même temps que le financier, en même temps que les enjeux de souveraineté, en même temps que les enjeux de la tech. Et moi, j'ai envie de dire qu'avec ce modèle de la société à mission, c'est vrai qu'on le voit dans les organisations qui sont rentrées, c'est que ça modifie 4 choses. Ça modifie son rapport au temps, et cette agilité à pouvoir penser temps long et temps court, ça modifie son rapport au collectif. On arrête de penser que forcément les prises de décision sont extrêmement restreintes, mais qu'on a tout intérêt à embarquer un écosystème de parties prenantes de façon plus globale, comme étant des alliés dans la marche en avant de l'entreprise. Ça modifie sa conscience. Connaître les enjeux, c'est important. Il y a encore une très forte méconnaissance des limites planétaires et des planchers sociaux. Or, c'est la base de la base aujourd'hui pour toutes les stratégies. Et ça modifie aussi son rapport au pouvoir. Et ça, c'est un autre sujet. Je pense que c'est essentiel. Si ça n'aide pas, ça ne sert à rien, en fait. Les 2500 entreprises qui sont sous ta mission sont pour la plupart, tu l'as dit, des ETI, des PME, donc sont dirigées par des entrepreneurs qui ont envie de développer leur business. Et simplement, ils pensent que avoir en permanence autour d'eux, par exemple, un comité de mission qui représente leurs parties prenantes, ça apporte de la valeur. Nous, on a créé un comité de mission dans lequel, par exemple, il y a quelqu'un qui est spécialisé dans l'IA, par exemple, Yann Léchelle, donc il vient, il nous éclaire sur les grandes évolutions technologiques et comment ça peut nous impacter en termes de business. On a le directeur d'un centre de recherche sur les zones humides en Camargue qui vient nous éclairer sur toutes les problématiques de biodiversité. On a Arnaud Leroy, qui est l'ancien président de l'ADEME, qui est aujourd'hui un des dirigeants de l'entreprise de recyclage, qui vient nous expliquer tout ce qui se passe autour de la circularité, de l'économie circulaire. Et bien, avoir ces gens-là autour de soi, ça nous aide, ça nous enrichit et ça nous permet de faire mieux notre business. Ouais. Isabelle, concernant ton école, c'est quoi le degré de maturité de tes concurrents, des autres business schools, face à cette problématique? Tu es en avance, tu es en retard, tu es comment? Et est-ce que c'est un outil différenciant pour attirer des nouveaux clients, donc des nouveaux étudiants par exemple? Je pense qu'on est plutôt bien, ouais. Mais que beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur ont évidemment pris le virage. Tu raisonnes en France ou au niveau européen, au niveau mondial? Même au niveau européen, parce que tout à l'heure je parlais des classements, mais aujourd'hui il y a un grand nombre d'accréditations au niveau international qui mettent en avant ces enjeux-là et ces questions-là. Voilà. Sauf une récente accréditation américaine, pour des raisons que vous connaissez, qui a souhaité supprimer tous les mots d'inclusion, de diversité, d'enjeux environnementaux. C'est le type qui va avoir le prix Nobel qui a décidé de ça, c'est ça, hein? Ouais. Et donc c'est un vrai sujet. Enfin, c'est un vrai sujet pour les établissements d'enseignement supérieur de manière générale et la remise en cause de ce qu'est la science. Bref. Donc on est plutôt mieux disant, je dirais, à l'Union, mais c'est un très bon signe que beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur s'engagent dans cette voie. Alors elles ne deviennent pas sociétés à mission, mais en tout cas elles prennent en compte de plus en plus dans leur formation les enjeux environnementaux. Anne-France, cette problématique de compétitivité, tu la rencontres également avec tes clients? Oui, bien sûr, mais j'ai envie de faire exactement la même réponse que celle de Philippe. C'est que les dirigeants qui s'y intéressent le font pour gagner, pas pour perdre. Donc c'est vraiment plus c'est pour ça que souvent on parle de membrane. C'est un accélérateur de transformation culturelle et ça n'est pas un frein. Et après, chaque entreprise le fait à l'image de ce qu'elle a envie de faire. Oui. La problématique, c'est que le financement de ces sujets de santé, c'est quand même encore aujourd'hui, en tout cas en Europe, en tout cas en France, essentiellement un sujet de financement public, puisque bon, voilà, la santé est financée essentiellement par de l'argent public. Et donc, c'est toute la problématique de transformer notre système de santé en un système de prévention, enfin, en intégrant beaucoup plus la prévention dans le système de santé. Donc ça, j'ai pas de réponse d'investisseurs aujourd'hui, parce que
l'investisseur il va venir effectivement investir dans des solutions qui ont une certaine rentabilité. Donc ça veut dire que la rentabilité en question, c'est la capacité du système d'assurance de le rembourser. Alors peut-être que, je vais finir peut-être pas par une pirouette, mais peut-être qu'une des façons d'être optimiste là-dedans, c'est qu'il y a de plus en plus de gens avec beaucoup de pouvoir, du côté de la Californie, de la Silicon Valley, etc., qui ne pensent plus qu'à ça, c'est-à-dire à vivre longtemps et en bonne santé. C'est devenu une obsession même. Il paraît même que aussi, je dis la Californie, mais c'est pas seulement ça, il paraît même que c'était une discussion entre Poutine et Xi. Vous avez vu, quand Poutine est allé en Chine pour la grande parade de l'anniversaire, la grande parade militaire de Xi, en allant vers la tribune, ils discutent ensemble. Je ne sais pas si vous avez vu cet extrait-là. Ils discutent et on a capté leur discussion. Et ils sont en train de se dire, ah, tu sais qu'on peut vivre super longtemps maintenant parce qu'on peut se faire transplanter des organes, etc. Donc en fait, cette obsession de vivre longtemps en bonne santé est en train de devenir l'obsession principale des grands de ce monde et surtout des vieux. Ah oui, bien sûr, et des grands dirigeants de Musk, etc. Donc on peut peut-être espérer que ça aille plus dans ce sens-là. J'ai rappelé un peu la genèse du statut de société à mission, à un moment où, 2 ans avant que j'arrive, l'école a ouvert son capital à des parties prenantes privées, et donc où la légitimité de l'école, à un moment donné, a été un peu attaquée parce qu'on a supposé que l'école ne s'orienterait que vers une logique de rentabilité et d'argent. Voilà. Donc ça n'a évidemment pas été le cas, sinon je ne serais pas allée. L'excellence académique qui en était au rendez-vous et la volonté de mettre en avant la mission d'intérêt général d'une business school comme l'EM Lyon, puisque l'éducation c'est aussi un bien commun, a pu être rappelée grâce à ce statut de société à mission qui, comme l'a signalé Anne-France et comme l'a redit Philippe, est aussi un statut qui est très surveillé. C'est pas un statut d'ailleurs, c'est une qualité. Une qualité qui est très surveillée. Voilà. Donc de ce point de vue-là, c'était une façon de redire que Amiens poursuivait des objectifs sociaux et environnementaux extrêmement ambitieux. Après, est-ce que ça rapproche de l'université? En tout cas, moi, j'ai pas l'impression d'avoir changé de métier en étant présidente de Dauphine et directrice générale de Amiens. Je travaille au service de l'éducation, de la jeunesse, de l'enseignement supérieur. Il y avait les mêmes préoccupations en termes d'entreprise à mission à Dauphine Non, mais la problématique se pose en des termes qui ne sont c'est différent, pas les mêmes. d'accord. On ne peut pas comparer. Alors, si, la question de l'irrigation, de la formation, de la recherche par des questions sociales et environnementales s'est posée dans les mêmes termes parce qu'on est confronté à des Bien environnements identiques. En revanche, cette question du rapport à l'argent, à la rentabilité ne s'est pas posée dans les mêmes termes pour des histoires de statut juridique des 2 établissements et de mode de gouvernance. Mais en revanche, moi je vous dis que je n'ai pas changé de métier parce que voilà, on travaille dans l'enseignement supérieur. Bien sûr. D'ailleurs, on va peut-être signaler qui est l'actionnaire. On a reçu ton président il n'y a pas très longtemps, un garçon formidable. Il y a 2 actionnaires à EM Lyon, donc c'est un statut un peu hybride de ce point de vue-là, public, privé finalement, avec la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon qui est l'actionnaire majoritaire, et le groupe Galiléo qui est l'actionnaire aussi de référence. Si vous avez tous des objectifs environnementaux et sociaux, vous allez tous faire la même chose, et donc c'est pas bon. Personne ne s'est posé la question une seconde de savoir, à partir du moment où toutes les entreprises cherchent du profit, est-ce qu'elles font toutes la même chose? Je veux dire, mais c'est exactement le même sujet. Vous avez, au démarrage, vous avez un objectif qui rassemble toutes les entreprises, c'est qu'elles veulent gagner du pognon et faire de l'argent et faire le maximum de profit. Est-ce que pour autant, ça entraîne une absence de différenciation? Au contraire, elles vont chercher la différenciation pour pouvoir faire du profit. Et c'est exactement la même chose avec les objectifs socio-environnementaux. Pourquoi est-ce que tout le monde voudrait faire la même chose? D'ailleurs, je vous donnais la réalité, c'est qu'une preuve que ce n'est pas une uniformisation, c'est qu'on est incapable de se mettre, par exemple dans la finance durable, on est incapable de se mettre d'accord sur un label pour expliquer ce que c'est qu'un produit de finance durable. Ça fait 15 ans que je suis dans ce métier, 15 ans qu'on fait des réunions entre financiers où on essaie de se dire c'est quoi un produit ESG, environnemental, social, gouvernance, un produit de finance durable. On est incapable de se mettre d'accord, encore moins au niveau européen. Pourquoi? Parce que les Hollandais, les Allemands vont vous dire le nucléaire c'est interdit dans la finance durable. Et les Français vont vous dire ah ben non, le nucléaire c'est un produit
qui est neutre en carbone, et donc c'est très bien pour ceci, pour cela. Donc les divergences vont être en permanence, tout le temps. On est en permanence en train de se mettre sur la gueule pour savoir ce que ça veut dire. Donc on est très loin d'être dans une uniformisation, je pense. Olivier ? Non, moi, je dirais que moi, je suis ravi d'être ce soir en compagnie de personnes qui œuvrent précisément pour davantage de sens dans les entreprises. Ça se traduit en effet par de l'économie, il ne faut pas opposer. Non ? Si, non, je voulais rajouter une chose, c'est que quand je parlais tout à l'heure de performance et de sens, et je disais on peut relier les deux assez facilement. Ouais. Et c'est vrai que ça peut se faire assez facilement dans les sujets environnementaux, les renouvelables, etc., etc. Et c'est beaucoup plus difficile sur les sujets sociaux. Et c'est vrai que ça passe notamment beaucoup par de la responsabilité des entreprises, y compris de la philanthropie, par exemple. Et donc, c'est ce qu'on a fait, nous, chez Mirova. On a un fonds de dotation qui est très important, hein, puisqu'on a investi ces 4 dernières années 8 millions d'euros sur des causes philanthropiques. On le fait aussi à travers notre fonds qui investit dans l'économie sociale et solidaire, qui a été le premier financeur, par exemple, des Cafés Joyeux, qui font un boulot un peu similaire à ce que tu fais, mais à travers des cafés. Et donc voilà, donc je pense qu'il y a aussi ça, les entreprises doivent prendre conscience qu'elles ont aussi un rôle dans la société à côté de leur chaîne de valeur et en complément de ce qu'elles font. Je pense qu'il est très important pour chacun d'entre nous dans les organisations, c'est en effet de concevoir notre chemin au milieu de la société et non pas uniquement pour une question de rentabilité, de profit personnel et d'éco-centré, en fait, d'écocentrisme. On doit dépasser ça pour nos enfants, d'une part, comme on l'a dit précédemment. On le doit aussi pour construire des sociétés qui soient plus résistantes et résilientes entre nous, entre les différentes couches sociales. Là, Philippe, tu parlais d'avoir de l'engagement philanthropique. Moi, je pense qu'il y a des chemins qui sont parfois de bonne intention, mais qui malheureusement se traduisent par des mauvais résultats parce qu'on ne regarde pas les choses de la bonne façon. Dans le cas du handicap, précisément, on pourrait avoir la bonne intention de servir tous ces jeunes-là en disant on va faire une bonne action. Donc il faut qu'ils existent, on va faire de la philanthropie, ce qui est très bien. Je vais rencontrer tes collègues de Mirova, donc je ne dis pas le contraire. Demain matin à 8h. Voilà, non, mais prochainement, en plus, on a un rendez-vous. En revanche, je pense que pour précisément ce sujet du handicap, il faut qu'on n'ait aucune pitié sur nos enfants. Moi, en tant que papa, je peux vous assurer que le regard de pitié dans la rue, il est tellement condescendant et tellement destructeur de la confiance dans mon fils qu'il ne s'en relève pas. Donc on ne veut surtout pas de pitié pour emmener nos jeunes, nos enfants, vers un avenir professionnel. C'est surtout pas ce chemin-là. C'est de la compassion mal placée, si vous voulez. Donc il faut qu'on discerne plutôt des orientations et des bonnes façons de percevoir les talents et les qualités des uns et des autres pour pouvoir les emmener là où ils sont pertinents et pour les épanouir au sein de nos organisations. Et donc on demande simplement une certaine équité, une justice, pour que dans vos organisations, vous puissiez ouvrir la porte, qu'on travaille réellement et qu'on donne cette chance à des gens de pouvoir collaborer, de contribuer à votre organisation avec le bon niveau d'exigence des employeurs, le bon niveau de rendement tel que vous l'entendriez de n'importe quel employé, le bon niveau de qualité et surtout pas moins que les autres. Parce que c'est là-dedans que réside l'enfer. C'est de se dire... C'est pas du mécénat, mais non, parce que vous allez voir quoi ? Vous allez voir un porteur de trisomie ou un porteur d'autisme qui fait moins bien que l'autre, et tout le monde va féliciter en disant « Ah, la bonne action, c'est génial !» Mais en réalité, vous allez marquer dans votre inconscient, et même dans votre conscience, que cette personne-là n'est pas capable de faire le travail comme c'est demandé. Non, mais je crois qu'on a montré toutes et tous que la performance dite économique avec la performance sociale pouvait être parfaitement articulée. Il y a, performance économique, le mot de performance est parfois un peu aussi controversé. Il y a un nouveau concept qui a été développé par un biologiste qui s'appelle qui remplace le mot de performance par le concept de robustesse. Et je trouve que c'est Olivier Hamon. Et ce concept, je trouve qu'il correspond bien à ce que nous toutes et tous on veut faire dans un monde qui a été très bien décrit par Philippe sur les ruptures, les bouleversements géopolitiques, les ruptures technologiques, les enjeux écologiques. Ce qu'il nous faut apporter, c'est de la robustesse plus que de la performance,
qui est un peu un mot du monde d'avant. Et donc, je crois qu'avec ce statut de société à mission et de meilleure articulation entre le social et l'économique, c'est cette robustesse que l'on cherche pour mieux faire société ensemble et prendre en compte un enjeu qui est absolument majeur, qui est existentiel, que sont les limites planétaires. Je voulais juste terminer en remerciant les personnes présentes à cette table ronde. Olivier, on l'a fait intervenir à l'école au moment de l'inauguration de notre nouveau campus. Enfin, on a fait intervenir ses équipes. Je peux vous dire que le service, il est exceptionnel. On était super contents. Donc, allez-y, les yeux fermés. Et je ne dis pas ça pour lui faire de la pub. C'était parce que c'était vraiment super. Philippe, je voulais toujours le rencontrer parce que je pense que le nerf de la guerre, c'est quand même la finance. Dans quoi on investit, dans quel type d'activité on investit et ce qui va être très, très structurant ensuite de l'activité économique. Et Anne-France, c'est une ancienne de l'école qui a été de précieux conseils aussi quand on est devenu société à mission. Donc c'était important pour moi de l'avoir aussi à cette table. Alors, merci beaucoup Isabelle.